Chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, alors que la fin de l'année approche, j'ai pensé que nous pourrions interviewer quelqu'un avec qui nous avons déjà discuté en début d'année. J'aime bien l'idée de boucle, disons. Certains d'entre vous l'auront déjà entendu et vu. Il s'agit de Michael Schroeder, un Allemand établi à Bucarest depuis plusieurs années. Alors, je ne vais pas revenir sur son parcours que vous pouvez retrouver sur le site rfi.ro à la rubrique Le Micro du Soir. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je préciserai simplement que Michael Schroeder a vécu 11 ans en France. Il est donc parfaitement francophone. Lors de notre premier entretien, on avait surtout parlé de coaching. Michael Schroeder est coach. Et j'ai également pensé qu'en cette fin d'année, un peu de coaching n'allait pas faire de mal. C'est une fin d'année, disons, plutôt tendue à plusieurs égards. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à sa vision de la période actuelle en Roumanie, mais aussi ailleurs, en Europe, et surtout de ce qu'il pense de ce qui se passe au sein des grandes entreprises au sein desquelles il travaille notamment. Michael Schroeder, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, la période est tendue. Je pense évidemment à cette crise sanitaire qui s'éternise. Et je pense aussi à ces écoles qui s'ouvrent et qui se ferment de façon intempestive. De façon générale, quels conseils donneriez-vous pour affronter dans le meilleur état d'esprit cette période compliquée ? Je crois que tout d'abord, il faut effectivement constater que c'est une situation extrême qu'on vit actuellement. Je crois qu'on n'a pas vécu ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le sens que on est vraiment perturbé dans notre train de vie quotidien, pas dans le sens que la brutalité ou de nombre de morts, pas forcément, mais que c'est vraiment là une rupture qui s'est annoncée en 2020 et qui n'a pas l'air de partir aussi vite qu'on a cru. Mais j'aime quand même souligner une chose avant de répondre à votre question, et je ne vais pas l'oublier. Mm-hmm. Et quand même, je pense qu'on ne respecte pas assez le fait, on honore pas assez le fait que notre société marche quand même. Vous voyez, c'est qu'on a tendance à se focaliser trop sur Corona, les écoles, ceci, cela. C'est vrai, il y a plein de challenges, mais quand même, nous ne sommes pas partis dans l'anarchie. Le système s'est pas mis en morceaux. On fonctionne encore. Les processus ont changé. On en parlera tout à l'heure du monde du travail, mais il n'y a pas une chute de 50% de croissance où on voit les gens dans la rue détruire les vitrines. Je crois que c'est, en allemand, on dit die Kirche im Dorf lassen. De temps en temps, il faut laisser aussi ou relativiser un peu les choses et honorer ce que la société a quand même réussi de faire, de stabiliser ou de continuer une société malgré tous les challenges qu'on a. Alors là, je dis ça à chaque fois que j'ai des entretiens ou des workshops, malheureusement beaucoup online ces jours-ci, que d'abord mes respects, que vous êtes toujours là et que on parle de maintenir notre résultat, même parfois de croissance. C'est quand même à cause de votre capacité d'adaptation incroyable que nous avons réussi. Non, il faut vraiment, et ça fait du bien dans le moment de crise aussi de voir les choses. J'aime dire dans un contexte un peu différent. Non? On est toujours là malgré la crise pour le formuler de manière simple. Alors pour faire face à la crise, je crois ça dépend évidemment du système et il y a certains gouvernements qui sont peut-être un peu plus smart que d'autres. Mais malheureusement, les gouvernements, le système politique, on ne peut pas changer ça au jour de lendemain.
Mais je pense que nous, ce qu'on peut nous changer, ou la chose qu'on peut nous mettre plus Améliorer dans notre quotidien, oui. oui, c'est de notre capacité de vraiment de faire de prendre des décisions lucides et à certaines choses pendant ce temps-là qu'on ne fait pas, qu'on ne devait pas trop faire. Tout le monde le sait. Hein, de jouer le héros ou le ego qui dit oh moi je vais jamais être affecté par ça. Ça c'est un peu con franchement. Et je crois que vraiment réfléchir qu'est-ce que c'est quoi que la situation actuelle impose ou réclame de moi. Et la deuxième chose, c'est que chacun n'est pas sclérosé, chacun n'est pas mort. Donc, on peut toujours, dans notre bubble, dans notre petite boule, dans la société, changer quelque chose, être plus attentif. Quand même, ne pas toujours parler de manière négative. C'est difficile. Oui, hein, mais c'est à nous d'ajouter de temps en temps une autre perspective d'espoir ou de ne pas se faire perdre dans la négativité, vous voyez. Et parfois, c'était une petite discussion qu'on peut avoir dans le taxi, c'est un regard, malgré les masques qui couvrent quand même pas mal. Donc, je dirais être lucide dans ce qu'on fait et quand même pas oublier qu'on est des êtres humains et injecter partout où on peut une énergie plutôt constructive ou positive. C'est ce que je dirais. Et au sein des grands groupes avec lesquels vous travaillez, comment vous avez vu l'attitude des employés évoluer par rapport non seulement au travail à domicile, mais de façon générale, vous les avez sentis plutôt confiants, parce que c'est vrai qu'ils sont, en ce qui concerne les grandes structures, je suppose, relativement bien protégés par rapport à d'autres. Comment vous les avez perçus? Vous voyez, tout le monde a peur. Non, on peut pas dire il y a des gens qui couvrent ça mieux que d'autres. Dans un monde où on peut pas toujours regarder 3 ans en avant ou 5 ans en avant, c'est ça le VUCA, la volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ça, c'est l'époque dans laquelle on vit. On ne peut juste voir, peut-être, c'est comme dans le brouillard, on peut juste voir un petit peu en avant, pas plus. Et je crois que quand même les grandes entreprises ont relativement bien réagi. Quand on compare les taux de vaccination, par exemple, ce que j'ai entendu de pas mal de mes clients, ils sont largement supérieurs dans les entreprises qu'à l'extérieur des entreprises dans le pays. Ça veut dire on fait déjà des efforts d'explication. Oui, il y a une certaine inertie que hey guys, il faut qu'on fasse quelque chose aussi. Voilà, ok, je me fais vacciner. Il n'y a pas trop de place pour les grands débats idéologiques. Hein, c'est plutôt pratique. Hein, il faut travailler ensemble, comment on peut réduire le risque. Donc ça, je trouve que c'est un grand avantage des entreprises internationales. Ils ont réussi à beaucoup mieux gérer ça. Et en deuxième lieu, être flexible. OK, guys, on peut plus faire des workshops, on ne peut plus s'embrasser. Quelles sont les alternatives? Il faut le dire aussi, honorer les choses qui existent. Notre système informatique ne s'est pas écroulé. Hein? C'est quand même, tout le monde est sur Skype, sur Internet, sur Zoom, mais le système tient. Hein? Pour moi, c'est incroyable de pouvoir se dire qu'on a quand même un moyen de communication. Il y a 50 ans ou 100 ans, on aura juste peut-être le téléphone, mais maintenant, on a quand même ces avantages. Et les entreprises ont très bien su à incorporer ces nouvelles technologies, même si tout le monde dit oui, bon, c'est Skype, c'est pas vraiment le pied, hein, la qualité n'est pas la même, mais quand même les choses continuent. On travaille, parfois trop fixé sur l'efficacité parce qu'on a un slot d'1 heure, comme nous on a un slot de 30 minutes. Hein, on a une liste avec tous les points à faire. Donc ça reste très factuel, hein, très ticking boxes, mais pas vraiment. Le relationnel, ça souffre. Et je crois que tout le monde espère actuellement que la crise ne va pas durer éternellement. Tout le monde fait des efforts actuellement, dans l'espoir, je pense quelque part que d'ici, c'est difficile de faire une pronostic, d'ici 6 mois ou 1 an, il y aura quand même plus d'activités qu'on pourrait faire. Et Michael Schroeder, vous me disiez en préparation de cet entretien que
les choses se complexifient, en tout cas les demandes des grands groupes se complexifient par rapport aux services que vous proposez de coaching. Et c'est-à-dire, je crois que ça va au-delà de la pandémie. Vous avez des demandes voilà de travail avec les salariés qui sont voilà plus compliqués qu'avant. C'est plus compliqué, c'est plutôt, je dirais, on a moins de canaux de disponibles. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par moins de canaux disponibles? On peut pas se toucher, on n'est pas dans dans la même pièce, on peut pas sentir les gens tellement bien. Il n'y a pas le backstage. Hein. Vous voyez là, souvent quand même dans les grandes entreprises, dans les systèmes complexes organisationnels, on a un front stage et un backstage où les gens peuvent s'aligner sur une position, préparer quelque chose. Tout ça, ça n'existe plus. Donc tout va vers la scène, vers maintenant sur l'écran. Et évidemment, ça nécessite, je pense, une restructuration un peu du travail. Vraiment, un Allemand aime bien vraiment se focaliser davantage sur qu'est-ce qu'il y a à résoudre, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions, et pas trop bavarder, si je peux dire, mettre trop d'accent sur le relationnel parce qu'on n'a tout simplement pas le temps. Hein. Mais je réalise aussi ça, c'est comment travailler avec les nouvelles technologies. Non, il y a pas mal de gens qui ont avec lesquels je travaille, qui ont des responsabilités régionales, donc qui travaillent avec plusieurs personnes dans différents pays, différentes organisations, qui ne se sont peut-être jamais vus, qui sont obligés quelque part à créer ces liens à l'écran. Et il y a quand même toujours des tentatives, et j'essaie de temps en temps aussi de donner quelques éléments de réflexion. Comment on peut introduire quelques éléments je dirais, de convivialité ou de connectivité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même se sentir un peu plus proche, hein? De temps en temps, les gens ont des petits déjeuners ensemble, ou on fait un café d'après-midi, le vendredi après-midi, on fait le point sur la semaine. Donc, les gens sont un peu plus cool devant l'écran avec leur chat dans le bras, tout ça. Donc, on essaie un petit peu d'ajouter un élément humain à notre relation. Non? Mais j'aimerais bien aussi ajouter quelque chose que, oui, c'est devenu plus complexe le travail parce que presque à chaque fois, il y a un élément psychologique, un élément comment moi je gère la crise au mieux. Non? Je me sens fatigué, j'ai perdu un peu ce punch. Donc, chaque interview, même si c'est une interview actuellement j'ai un client avec lequel je fais pas mal d'interviews avec les top managers, même le simple fait que quelqu'un se prend du temps pour parler avec vous, que vous créez un espace en fait dans lequel je peux de temps en temps aussi faire part de mes problèmes, de mes difficultés personnelles avec des enfants et plein de choses qui arrivent. Je crois tout simplement être là l'un pour l'autre, c'est devenu beaucoup plus important dans mon travail que peut-être il y a 3 ans. Et prenons encore plus de recul, hein, au-delà de la pandémie, on va dire sur les 5 dernières années ou les 10 dernières années, je ne sais pas. Comment vous avez vu évoluer les relations patron-employé, non seulement en Roumanie, mais ailleurs? Je sais que vous travaillez à l'extérieur de la Roumanie, dans d'autres pays européens. Quelle est la tendance? Vous passez des messages, que ce soit aux patrons ou aux employés, et quelle est la tendance? Comment vous la définiriez, vous, cette relation aujourd'hui patron-employé, en tout cas son évolution sur ces dernières années? Oui, ce mot patron, c'est aussi un peu vieillot, non? Ça fait la belle époque, le chef au milieu qui dirige. Je crois que la société, au moins dans l'entreprise, pardon. Oui, j'ai compris. Dans le monde des pays peut-être plutôt modernes, ce modèle de cheful, en roumain on dit cheful mare, c'est le patron qui dirige avec force, qui est un peu paternaliste mais en même temps très dirigiste. Je crois que la société change énormément, notamment à cause des jeunes aujourd'hui.
les priorités changent. Les gens n'ont plus envie vraiment de s'impliquer à mort dans leur carrière professionnelle, de se fatiguer, de travailler 60 heures par semaine pour arriver à quelque chose, un titre ou un niveau de salaire ou une certaine réputation sur le marché. J'ai l'impression que là, les gens de 20, 25, 30, ça réfléchit bien. Qu'est-ce que je veux? Bon, oui, je veux un salaire correct, mais pas trop me fatiguer. J'ai confiance que je peux contribuer quelque chose, mais j'ai pas besoin qu'on me botte les fesses toujours. Donc, ça veut dire, pour le résumer en 2 mots, les gens n'en sont plus à s'impliquer autant, à se sacrifier autant. Le mot-clé, c'est le work-life balance. Hein. Et la deuxième chose... L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et la deuxième chose, c'est la culture de management, la culture de leadership change complètement. Tu me fais ça marche plus. Hein? Il faut trouver d'autres moyens de mobiliser les gens avec un charisme, avec d'autres instruments qui ne sont pas le grand bâton, hein, la pénalisation, mais plutôt il y a un mot anglais qui écrit ça très bien, to invite people in. Nous avons une petite coupure. On était en train de discuter avec Michael Schroeder sur les relations chefs d'entreprise employés, comment elles avaient évolué et comment l'attitude autoritaire notamment n'était plus du tout d'actualité. Vous disiez également que les employés avaient peut-être moins de motivation, en tout cas ils n'avaient pas envie de se jeter corps et âme dans le travail. Est-ce que vous ne pensez pas également que notamment chez les jeunes il y a un besoin de faire sens, c'est-à-dire que le travail fasse sens et que la structure dans laquelle ils travaillent leur donne effectivement un sens à leur vie de façon générale et qui ne veulent pas faire des choses simplement pour gagner de l'argent. Oui. Ah, mais ça, c'est extrêmement important ce que vous dites parce que je crois que beaucoup plus que maintenant, les gens ont besoin de voir ça sert à quoi mon travail. Hein? Et tout le mouvement qu'on peut observer avec les problèmes de notre climat, être plus attentif envers notre environnement, je crois que quelque part, les gens apportent ça dans leur travail et veulent voir quelque part que je suis là uniquement pas pour bosser, mais je veux faire une contribution. Même si c'est une petite chose, je veux faire une contribution. Mais plus foncer à mort pour réaliser les objectifs. Non, que quelqu'un d'autre a fixé, peut-être qui n'est même pas en Roumanie. Et ça, vous pensez que dans les grands groupes avec lesquels que vous côtoyez, il y a une véritable prise de conscience de ça, ou il y a simplement un discours qui n'est pas suivi par des actes? Je crois qu'il y a de tout. Mais quand même, on n'est pas encore là. De dire notre société a vraiment un purpose, un sens. Et ça, c'est important. On n'est plus là pour courir derrière la carotte. On a autre chose à faire. Je crois que personne ose vraiment d'aller jusqu'au bout parce que, vous voyez, aujourd'hui, notre système est tellement complexe. On dépend de la bourse. Et comment expliquer aux gens à la bourse que moi, je ne veux plus aller vers le maximum de mon profit, mais je veux faire quelque chose de bien pour la société. Je renonce à 50% de mon profit. C'est uniquement un chef d'entreprise qui peut plus facilement aller dans ce sens, mais qui n'est pas coté en bourse. Vous voyez, la bourse, c'est encore plutôt traditionnel. OK, je mets de l'argent dans ta boîte. C'est quoi le retour sur l'investissement? Hein? Pas de baratin sur le social et tout ça, mais on est là pour faire du fric. Hein? Je simplifie un peu. Hein? Et cette mentalité que malheureusement, et je pense toujours dominant, vous voyez, il y a un peu un aspect fataliste dans beaucoup de gens que je rencontre, c'est il faut squeeze, you have to squeeze the lemon as long as it is possible. Non? Ouais, c'est il faut, comment on dirait en français? Oui, il faut. J'ai pas le mot qui me vient en tête, mais il faut presser le citron, voilà. Il faut le presser le citron. Et même si le discours officiel est différent, il y a beaucoup d'entreprises ont des valeurs d'entreprise et je respecte beaucoup ce travail.
Mais il faut vraiment vérifier à quel degré c'est mis en pratique. Et je crois qu'il y a un grand écart entre the green talk, hein, et qu'est-ce qu'on fait vraiment nous pour créer notre sur l'environnement. Et oui, on est face à ce dilemme, et peut-être, voilà, c'est une période, espérons-le, transitoire. Je crois que les choses, vous voyez, les choses changent, mais elles changent dans un rythme qui est très lent. Parce qu'il y a beaucoup de force de résistance, de maintenir ou d'être attaché aux choses qu'on a connues. Un système classique de bonus, de budget qu'il faut planifier 5 ans en avant. Je sens que les gens sont un peu attachés à ça, même si la réalité est en train de changer fondamentalement. Et les jeunes, ils sont pas aussi préoccupés de ça. Hein. Et ils peuvent aussi faire 5 heures par jour, ou si ça marche pas avec cette entreprise, peut-être je offre mes services à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas ce côté discours sur la loyauté, 50 ans dans l'entreprise, comme c'était le cas encore avec nos parents, ou même ma génération, cet aspect de loyauté comptait beaucoup. Et maintenant, les gens disent non, je vais d'abord être loyal à moi. Fidèle à moi, pardon. Et peut-être que cette loyauté dont vous parlez, elle reviendra quand effectivement la structure, quelle qu'elle soit, enverra un discours qui fait sens et sincère sur les activités. Les gens auront toujours besoin de s'impliquer, ils auront toujours des passions, mais la question est comment on peut marier ce besoin de s'impliquer avec quelque chose qui a du sens, non? Que c'est pas l'alternative. Ok, je vais en entreprise, je bosse à mort, et les autres qui sont un peu marginalisés, tu es vert, oui, tu alternatif, c'est quoi les mots qu'on utilise? Il y a beaucoup plus entre ces deux extrêmes. C'est ça qu'il faut, à mon avis, qu'il faut explorer davantage. Et pour revenir à la Roumanie, est-ce que comment vous définiriez ce contraste de culture entre la culture roumaine et qui est en partie occidentale, et la culture en grande partie occidentale, et puis la culture d'entreprise occidentale? Est-ce que ce petit choc des cultures va en s'accentuant, ou il est moins visible qu'avant? Comment vous le percevez? C'est une très bonne question, parce que ça fait des 40 ans ou 30 ans que je suis dans ces milieux interculturels, que je coach entre les différentes cultures pour faciliter la collaboration. C'est clair que les cultures de différence existent encore, malgré le fait que la communication s'internationalise, malgré l'Internet, malgré les ressources d'information qui sont de plus en plus les mêmes. C'est vrai, mais vous voyez, au bout du compte, il faut toujours faire un peu attention avec ces différences culturelles et pas les suraccentuer. En fait, c'est le résultat d'un conditionnement, c'est-à-dire d'une éducation, le pays, l'endroit où je vis, ma famille, et ça donne un cocktail de comportements qu'on peut appeler français, allemand ou roumain, mais ça ne veut pas dire que c'est supérieur, c'est juste un cocktail qu'on m'a donné, non, par mon éducation. Vous, les Français, vous êtes très forts en analyse, en conceptualisation, peut-être, et en ayant plaisir à argumenter, à discuter avec l'autre. Les Allemands sont peut-être un peu trop rustiques, trop efficaces. Et les Roumains, là, on a encore du mal à se positionner. Pourquoi? Parce que le passé des Roumains n'était pas caractérisé par une culture flamboyante, par un développement ouvert. C'était le communisme. Et ça veut dire, dans le communisme, et je vois les résultats toujours aujourd'hui, c'est en fait la performance n'était pas récompensée, et en fait l'individualité n'était pas appréciée. Hein? Si je demande dans un groupe, par exemple, interculturel, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Les Allemands parlent, les Américains, les Français, les Roumains, rarement. Hein? Quand on leur demande quelque chose
publiquement sur scène dans une réunion, c'est plutôt réservé. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours cette réticence que peut-être c'est pas bon ce que je dis ou attention. Il y a ce proverbe romain capul plecat sabre nu te taille ceva de genuas, quelque chose de ce genre. So, la tête basse, parce que comme ça l'épée ne peut pas t'atteindre. Vous voyez? Donc ça veut dire que dans la culture, c'est ancré dans la culture. Et malheureusement ou heureusement, les entreprises qui viennent maintenant introduisent un autre modèle. So, les gens voient que je peux faire carrière, je peux me développer, je peux apprendre à parler, je peux mettre en avant ce que je pense moi dans une réunion. C'est grâce aux entreprises, je dois le dire, internationales qui offrent ce terrain de jeu dans lequel les Roumains peuvent vraiment arriver à un potentiel et ne pas être retenus par leur culture qui n'était pas du tout favorable à ça. Donc, je vois les changements dans la mentalité des gens, des Roumains. Il y a énormément de personnes dans les quarantaines, 30-40, où je dirais qu'ils sont géniales. Ils ont vraiment complètement incorporé cet esprit moderne et qui ne tombent plus dans le piège du passé. Alors, inversement, est-ce que vous diriez que là, pour le coup, les Roumains auraient peut-être quelque chose à enseigner au monde de l'entreprise occidentale typique, en ce sens qu'il y a des moments dans l'année et parfois à plusieurs reprises où il faut savoir s'arrêter, où il faut savoir se retrouver en famille, entre amis. Je pense notamment à Pâques ou dans une ville comme Bucarest ou dans d'autres grandes villes de Roumanie, il y a un arrêt complet, ou presque complet du pays, de la société. Et alors en tant que Français ou vous en tant qu'Allemand ici à Bucarest, je crois que c'est quelque chose, on en a déjà parlé entre nous, que nous apprécions particulièrement parce que dans nos pays respectifs, il y a rarement ces temps de pause, ces temps de pause qui sont, comme vous le disiez, quand vous parliez de structures qui doivent faire sens, de ces employés qui veulent reprendre la main sur leur temps de vie, eh bien là, est-ce que vous diriez que les Roumains ont quelque chose de précieux et dont ils n'ont pas peut-être suffisamment conscience, c'est que il y a des moments dans l'année, liés à la religion ou pas, de pause, et que ces moments de pause sont très bénéfiques à plusieurs niveaux. Oui, je dirais que ce n'est pas uniquement ces moments de pause, c'est les Romains introduisent une autre culture qui parfois crée des espaces de chaleur humaine. Hein? Quand un Allemand vient focaliser sur le résultat, il organiser les processus, mais il commence à découvrir que le charme de tous les jours, les relations peut-être plus faciles, aussi de partager un petit peu de ta vie personnelle, qu'il y a des petits anniversaires qui sont célébrés dans le bureau, où les gens viennent. Donc tout ça, c'est beaucoup plus proche, je dirais. Ça va rester, vous êtes confiant que ces petits rituels du quotidien vont persister. On a parfois, j'ai parfois tendance à craindre que ça va disparaître. On ne sait pas. Je vois et j'entends uniquement que les étrangers commencent à apprécier cette petite touche locale. Et souvent, ils disent j'ai plus envie de rentrer chez moi parce que ici, je me sens beaucoup plus confortable avec ces relations aussi humaines et c'est pas aussi riche, aussi dur et sec comme chez moi. Non? Donc, c'est effectivement, ils apportent quelque chose et les Roumains aussi ont une capacité, malgré tout ce que sont dit, d'adaptation énorme à la crise parce qu'ils ont vécu dans les crises en permanence. Donc, il y a cette capacité de se débrouiller quelque part. Là, c'est une énorme capacité, surtout maintenant dans les moments difficiles.
Et il faut arrêter à venir quand on va à l'étranger avec un sentiment de supériorité. Ah, ah, nous, on a des Mercedes ou nous, on a le vin rouge, tout ça. Et vraiment essayer de faire, de découvrir qu'est-ce que le pays dans lequel je travaille peut apporter dans mon éducation personnelle. Et vous avez dit, oui, est-ce que ça va partir? Le plus on est poussé vers la performance, je pense que le plus les critères sont les mêmes, le plus il y a ce risque qu'on va être plus ou moins la même chose. Je crois que en regardant de loin, la France n'est plus la France dans les années 50, des années 60, où cette joie de vivre, Paris, tout ça, cette ambiance, ça n'existe vraiment pas vraiment dans l'intensité comme moi je l'ai encore connu dans les années 70. C'est l'efficacité qui nous pousse à organiser, à structurer, et finalement, on ne regarde pas ce qu'on perd. On court un peu derrière la carotte, et tout en perdant la vue d'ensemble, non, cette capacité de dire, hé, les mecs, faisons un stop, réfléchissons un peu. Est-ce qu'on veut vraiment que nos sociétés évoluent dans ce sens? Dans ce sens-là, la Roumanie a quelque chose de précieux et espérons qu'elle va le préserver. Oui. Michael Schroeder, je vous remercie. Ça a été un plaisir de vous retrouver après notre premier entretien. Je crois que c'était début mars. Merci et merci infiniment. Et chers auditeurs, je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cet entretien et la vidéo de cet entretien sur la page Facebook de RFI. Il sera également sur le site rfi.ro à partir de la semaine prochaine. Pour la page Facebook, c'est dès demain matin. Voilà, et d'ici là, je vous dis de pas week-end placoute, hein, comme d'habitude, et aussi, comme d'habitude, si vous prenez la voiture, soyez très prudents, s'il vous plaît. Merci, week-end placoute. Au revoir. Merci beaucoup.